Je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis neuropsychiatre parce que j'ai été diplômé à l'époque où ces deux spécialités étaient encore fusionnées et je consacre beaucoup de mes travaux à réfléchir aux théories de l'attachement et particulièrement à la résilience dont la définition est extrêmement simple, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple et même plus bébête. Mais pourtant, la notion de traumatisme a été difficile à penser. Pendant très longtemps, on a pensé que si quelqu'un était traumatisé, c'est qu'il était puni pour un péché. Quand un soldat rentrait de la guerre, par exemple au Péloponnèse, il était troublé et on disait que c'est parce que quelqu'un lui avait jeté un sort, tellement le monde intérieur, le monde psychique n'était pas pensé. Les soldats de la guerre de 14-18, le concept de syndrome psychotraumatique n'était pas pensé, donc quand ils rentraient avec des troubles neurologiques, des troubles du comportement très intenses, très importants, eh bien, on pensait que c'était des traîtres, on parlait de sinistrose, et on disait qu'ils ne voulaient plus combattre, donc on les punissait. Certains ont été fusillés, d'autres ont reçu des chocs électriques pour les faire repartir au combat. Actuellement, les techniques modernes rendent observable, surtout avec la neuroimagerie, qu'un choc émotionnel peut complètement empêcher le fonctionnement cérébral. L'émotion est si forte, les substances de l'émotion, le cortisol, les catécholamines, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les deux vedettes, les substances de l'émotion sont sécrétées tellement violemment par un stress émotionnel que le cerveau est sidéré et ne peut plus fonctionner. Depuis qu'on travaille sur le traumatisme et sur la résilience, on est frappé par l'inégalité face au traumatisme. Il y a des gens qui sont gravement blessés après un événement que d'autres considèrent comme banal, et il y a des gens qui traversent des situations effrayantes et en souriant et en s'en remettant très facilement. Donc la résilience a été elle aussi difficile à penser, parce que jusqu'au XXe siècle, on avait une attitude fixiste, une attitude fataliste. Il a été blessé, il est perdu, c'est fini. Il a eu un abandon dans son enfance, c'est fini, il ne pourra jamais s'en remettre. Et cette fatalité a été combattue d'abord par les psychanalystes, René Spitz et Anna Freud, qui ont constaté que on pouvait se remettre à se développer, mais n'ont pas fait d'études. John Bowlby, en 1950, quelques années après, a montré que on pouvait s'en remettre, mais il a eu le tort de parler de carence en soins maternels, alors qu'il aurait dû parler de carence affective. Ce choix des mots lui a été vivement reproché par les féministes qui l'ont beaucoup agressé. Et il n'a été réhabilité qu'à la fin de sa vie. Celle qui a déclenché les plus belles réflexions, c'est Amy Werner, une américaine, qui a montré que des enfants sans famille, abandonnés, soumis à la violence physique, sexuelle, 72% 30 ans après étaient, comme on peut le prévoir, fracassés, mais 28% avaient réussi quand même à bien se développer. Donc Michael Rutter, avec qui j'ai eu la chance de travailler, Michael Rutter a dit « Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre ». Et ça a été le point de départ des théories de la résilience. Donc la définition, je la redis, elle est étonnamment logique et facile. C'est la reprise d'un nouveau développement après un événement traumatique. Il ne peut pas y avoir de définition plus logique. Mais j'ai bien dit, c'est un nouveau développement, c'est pas le retour à l'état antérieur. La plus belle définition que je connais, c'est celle des agriculteurs. Les agriculteurs disent qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais c'est pas la même qu'avant. En 79, j'ai eu l'occasion d'assister à l'incendie du Cap Sissier, près de Toulon. C'était tragiquement beau, la montagne était rouge, le ciel était noir, la mer était grise de cendres. 3 ans après, il n'y avait plus que des squelettes d'arbres. 3 ans après, les chênes ont poussé, alors qu'avant les pins les empêchaient de pousser. Les cystes ont donné des jolies fleurs. Le petit gibier a réapparu. Les aigles ont recommencé à tournoyer. La vie avait repris, mais c'était plus la vie d'avant. Elle était belle, elle était constructive, elle était différente.
Or, on a organisé, avec Jacques Petit, on a organisé aux Ambiers, près de Toulon, un congrès international qui posait les questions un peu comme Emmy Werner. Ce congrès a eu lieu en 82, après Emmy Werner. Et on montrait que le stress de la mère pouvait franchir la barrière du placenta et stresser le bébé qu'elle portait. On n'avait pas encore les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, la neurobiologie et la neuroimagerie, mais la clinique et les dosages sanguins l'avaient déjà rendu observable. Mais le choix de l'objet de science parle souvent de l'observateur, du scientifique. Le choix de l'objet science est souvent un aveu autobiographique. Et bien sûr, si j'ai choisi de travailler sur la résilience, c'est parce que j'étais motivé par des raisons personnelles au cours de ma propre enfance fracassée par la Seconde Guerre mondiale. En 1993, j'avais organisé à Château-Vallon, à Olioul, près de Toulon, le premier congrès international sur la résilience. On avait invité des chercheurs étrangers qui nous montraient surtout comment, après les fracas d'une guerre, on pouvait se remettre à se reconstruire psychologiquement. Charles Badoura et Myrna Ganadjé, professeurs à Beyrouth, nous avaient expliqué que les enfants se remettaient à vivre de manière très différente selon la structure de leur milieu. Les enfants libanais à Paris n'avaient pas été traumatisés. Les enfants libanais restés dans des institutions libanaises avaient peu été traumatisés. Et les enfants libanais qui étaient restés dans des familles traumatisées, en grande souffrance, avaient été beaucoup traumatisés. Le devenir du trauma dépendait donc de la structure du milieu familial et socio-culturel. Et après ce congrès, on a donc organisé des groupes de recherche pluridisciplinaires où on associait des psychologues, des biologistes et des sociologues pour essayer de répondre et d'analyser ce problème. J'ai organisé à Paris le premier congrès international mondial où il y a eu 27 pays et bientôt on chemine vers le 5e congrès mondial qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Or, on s'est rendu compte que le concept de résilience était évaluable à condition de faire des disciplines associées. Il est évaluable en neurobiologie, en neuroimagerie, en théorie de l'affectivité, en psychologie et en psychosociologie. On ne peut pas tout apprendre, on est donc obligé de se mettre en équipe et tenter de répondre à ces questions. Cette manière de raisonner n'est pas du tout la méthode cartésienne que notre culture nous a apprise. Ce n'est plus une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoque un effet, peut le réparer ou l'aggraver. Donc, dans ce nouveau mode de raisonnement, il faut raisonner en écosystème et il ne faut plus chercher qui est coupable. Si c'est parce que le bouc émissaire aggrave la souffrance, ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Il ne faut plus chercher la punition ou l'abandon. Il est sûr qu'un enfant ou un adulte abandonné ne pourra pas déclencher un processus de résilience. Il faut tenter 3 schémas, avant, pendant, après. Avant, évaluer les facteurs de protection ou les facteurs de vulnérabilité acquis avant le trauma. Pendant, analyser la structure du trauma. Les traumas naturels provoquent moins de syndromes psychotraumatiques que les traumas culturels parce qu'il y a des relations humaines, l'intention d'un autre homme de me détruire. Et après le trauma, les 2 mots-clés de la résilience, c'est le soutien et le sens. Un blessé non soutenu n'a très peu de chances de s'en remettre. Donc voilà, maintenant, le concept de résilience est posé. Il ne reste plus qu'à nous donner 14 rendez-vous pour tenter de répondre à ces questions.